L'eau. Sans elle, la vie ne serait jamais apparue sur Terre. Mais d'où vient-elle? Si l'eau est indispensable à la vie sur notre planète, ça doit être pareil sur les autres. Alors c'est la première chose qu'on essaie de trouver. Et on en cherche notamment sur Mars. Il ne peut pas y en avoir sur cette planète, mais il y en a eu. Il en reste des traces. C'est ce qu'on appelle une anomalie. C'est aussi un mystère. L'eau qui abonde sur la Terre pourrait-elle en effet venir de cette planète désertique? Cap Canaveral, 4 août 2007. À 5h26, la fusée Delta II s'élance dans l'espace. À son bord, la sonde martienne Phoenix. At this point, we have a strong signal from Phoenix via Odyssey. À Pasadena, les ingénieurs de la NASA sont anxieux. La mission coûte l'équivalent de 360 millions d'euros. All stations, we have confirmed crew stage separation and UHF signal acquisition via Odyssey. Atmospheric entry on my mark. 3, 2, 1, mark. Un voyage de 680 millions de kilomètres qui doit durer près de 10 mois. 1 minute since LOS, standing by for signal reacquisition. La sonde Phoenix va explorer les plaines arctiques de Mars à la recherche des ingrédients de la vie, comme le carbone ou l'azote, mais surtout l'eau. Touchdown detected. Landing sequence initiated. Elle doit tenter de prouver que la vie sur Mars est, ou a été, possible. Dans la nuit du 25 au 26 mai 2008, Phoenix se pose sur la planète rouge. La mission principale de Phoenix consiste à explorer la zone arctique de Mars pour déterminer si la planète présente ou a autrefois présenté les conditions nécessaires à la vie. Une mission qui pourrait bien bouleverser notre appréhension du système solaire. Car si la vie existe sur Mars, peut-être existe-t-elle sur d'autres planètes encore. Découvrir des indices de vie à des millions de kilomètres de distance est une véritable gageure. Phoenix n'a pas été conçu pour détecter la vie, mais pour détecter l'eau. Chris McKay est planétologue à la NASA. La biodiversité terrestre est extraordinaire. On a toutes sortes d'organismes qui vivent dans toutes sortes de milieux. Et pourtant, tous, sans exception, ont besoin d'eau. Alors naturellement, pour trouver de la vie ailleurs, c'est la première chose qu'on cherche. Sur Terre, l'eau est synonyme de vie. Partout. Même à des températures extrêmes, certains organismes sont capables de survivre. Mais pourquoi chercher sur Mars? C'est ce que nous explique le géomorphologue Victor Baker. Au début des années 1970, la sonde Mariner 9 nous a transmis près de 9000 photos de Mars. Beaucoup montraient de larges vallées et des sillons naturels. Ces reliefs ressemblent à s'y méprendre à ceux tracés par l'eau sur la Terre.
des traces d'érosion par l'eau. Un élément qui, jusqu'à preuve du contraire, n'existe pas sur Mars, car son atmosphère est trop ténue. L'air qui se trouve sur Mars est le même que celui de la Terre, à 35 000 mètres d'altitude. « 35 km, près de 4 fois la hauteur de l'Everest. L'atmosphère est la spécialité de Scott Rafking. Tout le monde sait que plus on s'élève en altitude, plus la température d'ébullition de l'eau baisse. En fait, la pression atmosphérique est inversement proportionnelle à l'altitude. Et plus la pression baisse, moins l'eau a besoin d'être chauffée pour entrer en ébullition. Cette expérience illustre l'effet des conditions atmosphériques de Mars sur l'eau. À mesure que l'air se raréfie, la pression baisse à l'intérieur de la carafe. La réaction n'est pas immédiate. Mais quand la pression chute à un niveau équivalent à celle de Mars, l'eau se met à bouillir. En temps normal, l'ébullition survient à 100 degrés. Mais à si basse pression, elle se produit à température ambiante. Sur Mars, l'eau bout à 10 degrés. Sur n'importe quelle planète, la stabilité de l'eau dépend de la pression atmosphérique. Et celle de Mars est si faible que l'eau entrerait aussitôt en ébullition et s'évaporerait. Quant à l'atmosphère de Mars, elle n'est pas assez épaisse pour isoler la planète. Mars ne connaît que l'hiver. Les températures maximales ne dépassent pas les 20 degrés. Quant aux minimales, elles peuvent aller jusqu'à moins 140. L'extrême rigueur du climat martien pose un autre problème. Même si la pression était assez forte pour que l'eau ne bout pas, elle gèlerait immédiatement. Pourtant, ces reliefs semblent bien avoir été sculptés par l'eau. La question est de savoir comment c'est possible. Comment cette planète froide et sèche, à l'atmosphère raréfiée, a-t-elle pu un jour regorger d'eau? Plusieurs théories ont tenté d'expliquer la topographie martienne. On a dit des tas de choses, qu'elles pouvaient être dues au dioxyde de carbone, à la lave, au vent. Soyons clairs, le vent, la lave et le gaz carbonique peuvent expliquer un certain nombre des paysages de Mars, mais pas tous. Depuis une trentaine d'années, ce sujet est la principale source de controverse en astronomie. C'est pour ça que la mission actuelle est surnommée « Suivez l'eau ». C'est ce que fait Phoenix, suivre l'eau à la trace. La sonde Mars Global Surveyor est en orbite autour de la planète depuis 1997. En juin 2000, les scientifiques se passionnent pour certains clichés étonnants qu'elle a pris sur Mars. Celui-ci date de 1999. Et celui-ci de 2000, pris au même endroit. À l'évidence, quelque chose a changé. Sur Terre, on appelle ça des ravines. Elles s'étendent sur quelques centaines de mètres, pas plus d'1 kilomètre. Leur tracé évoque les nervures d'une feuille ou les branches d'un arbre. Et elles sont formées par l'eau qui s'écoule en rigole de plus en plus large.
Ces ravines semblent de formation récente. Elles sont apparues dans l'hémisphère sud de la planète, sur des pentes très peu ensoleillées, dans l'une des régions les plus froides de Mars. Leur ressemblance avec les ravines terrestres défie la logique et les lois de la physique. L'eau a-t-elle coulé sur Mars? Y coule-t-elle encore? Il y a longtemps que ce ne sont plus les Martiens qui intriguent les hommes. Mars recèle bien d'autres mystères. Des mystères comme cette pierre, par exemple, tout droit venue de Mars. Elle a été découverte dans l'Antarctique en 1984. Elle mesure 15 cm de long et pèse plus de 2 kg. Son nom, la météorite d'Allen Hills. C'est l'une des 34 météorites martiennes retrouvées sur Terre. L'astrobiologiste David McKay, spécialisé dans l'étude des météorites, lui a consacré plus de 10 années de recherche. Ce qui rend cette météorite unique, c'est son âge. Non seulement c'est la plus ancienne des météorites martiennes connues, mais en plus, avec ses 4 milliards et demi d'années, elle est plus vieille qu'aucune pierre jamais découverte sur Terre. Pendant des milliards d'années, la Lune, Mars et tous les objets du système solaire ont été bombardés d'astéroïdes. Au moment de l'impact, l'onde de choc éjecte des parties du sol et les propulse dans l'espace. Pour gagner le cosmos, la roche doit s'échapper du champ d'attraction de la planète et donc fuser à près de 18 000 km/h. On pourrait comparer le phénomène à un trampoline. Quand vous sautez sur un trampoline, il rebondit en retour et vous envoie dans les airs. C'est la même chose pour les astéroïdes. Comme le trampoline, l'onde de choc propulse le bloc de pierre dans l'espace. Mars porte la trace de nombreux impacts de météorites. En comparant le spectre des minéraux qui composent la météorite d'Allen Hills aux données recueillies par les sondes, des chercheurs de l'université d'Hawaï sont parvenus à déterminer sa probable origine. Yus Kasma. Yus Kasma fait partie de l'immense canyon martien baptisé Valles Marineris. La composition minérale de ces cratères semble identique à celle de la météorite d'Allen Hills. David McKay y découvre de minuscules globules de fer et de carbonate de magnésium. Il est quasiment sûr que ces éléments ont été formés et déposés par de l'eau. Les carbonates sont primordiaux. Ils nous indiquent qu'il y a eu de l'eau, mais surtout qu'elle était à température relativement basse. Pour McKay, c'est la preuve que l'atmosphère de Mars n'a pas toujours été telle que nous la connaissons et qu'elle pouvait conserver de l'eau à l'état liquide. Quand était-ce? La datation radioisotopique des globules de carbonate permet de dater ce moment crucial. 3,9 milliards d'années. Une théorie aujourd'hui confirmée par les rovers, ces robots explorateurs de la NASA.
En 2003, Spirit et son jumeau Opportunity sont envoyés sur Mars. Ils ont pour mission d'étudier et de caractériser le climat et la géologie de la planète et de traquer les signes d'une histoire aquatique à sa surface. Steve Squires est le directeur scientifique de la mission. Ce sont des robots géologues. Et un géologue est un peu comme un enquêteur sur le lieu du crime. Il cherche des indices. Ces indices sont contenus dans la roche, il suffit de savoir les lire. C'est la roche qui nous révèle le passé de la planète. Les rovers sont équipés de toute une panoplie d'instruments scientifiques permettant d'analyser le sol et les roches de Mars. L'un des plus importants est une caméra panoramique stéréoscopique qui enregistre la texture et la structure du paysage martien. Quelle acuité visuelle attend-on d'un géologue? 10 aux 2 yeux. C'est pas mal, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on a donné aux robots. Parce qu'au bout de plusieurs siècles de géologie appliquée sur Terre, on sait que c'est ce qu'il faut. Ainsi équipés, nos deux explorateurs font d'importantes découvertes qui tendent à confirmer que l'eau a bel et bien coulé sur Mars, et à flot. Meridiani Planum, site d'atterrissage du rover Opportunity en janvier 2004. Une région désertique d'une superficie équivalente à celle du Cambodge. Les photographies montrent un sol jonché d'innombrables petites sphères, ou sphérules. Les scientifiques de la NASA ont surnommé ces curieuses billes des myrtilles. Sur Terre, les structures de ce type se forment principalement dans des eaux peu agitées ou dans certaines sources chaudes. Des grappes de sphérules âgées de plusieurs millions d'années ont été découvertes près du lac supérieur et des sources chaudes du parc national de Yellowstone. Leur présence sur la vaste étendue de Meridiani Planum suggère que cette plaine était autrefois submergée. Ces clichés ont été pris par une caméra haute résolution embarquée sur la sonde européenne Mars Express. Ils révèlent une région ancienne où l'eau était presque aussi abondante que sur Terre. Cette vaste dépression est baptisée Yanni-Kaos. Un bras la relie à une région nommée Ares Vallis. Jim Rice est géologue. Pour lui, ces vestiges sont la preuve tangible qu'il y a eu sur Mars des crues gigantesques. Imaginez que tous les cours d'eau de la Terre réunis débordent en même temps. Eh bien, certains des fleuves de Mars étaient 20 à 30 fois plus importants que cela. Que s'est-il passé dans la nuit des temps? Pourquoi cette planète est-elle si froide et si aride, sans la moindre trace d'eau liquide en surface? Qu'est-ce qui a donné naissance à ces chenaux? Autant de questions et autant de signes à décrypter. L'atmosphère de Mars a dû être plus chaude et sa pression plus élevée. C'est ce qui aurait permis à l'eau de se maintenir en surface à l'état liquide au lieu de s'évaporer. Dans les premiers temps de son évolution, Mars était nettement plus chaude en effet. Elle était bouillante. Revenons à la naissance du système solaire. Il y a environ 4,6 milliards d'années, l'univers engendre notre Soleil. Autour de lui se forme le système solaire. La Terre et Mars ne sont encore que deux grosses boules de matière en fusion.
elles font plus de 6000 degrés Celsius. Puis elles refroidissent. Peter Smith dirige la mission Phoenix depuis son laboratoire à l'université de l'Arizona. La Terre et Mars se sont formés à peu près au même moment, mais comme Mars est moitié moins grosse que la Terre, elle a dû refroidir plus vite. Comment Mars est-elle passée de l'état de boule de feu à celui de planète chaude et humide? Démonstration. Ces sphères présentent exactement la même différence de taille qu'il y a entre Mars, ici à gauche, et la Terre, environ 2 fois plus grosse. Après les avoir chauffées à la même température, nous les laissons refroidir naturellement. Ce film infrarouge en accéléré montre clairement que la sphère représentant Mars refroidit beaucoup plus vite que sa voisine. Quand la Terre brûlait, Mars était déjà assez fraîche pour pouvoir accueillir de l'eau. Une eau qui lui vient des comètes. Le jeune système solaire fourmille d'astéroïdes et de comètes constituées de glace. En s'écrasant sur les planètes, la glace fond. Sur la Terre bouillante, l'eau s'évapore instantanément. Sur Mars, elle reste. Et d'immenses quantités d'eau cosmique s'accumulent. L'eau s'est stabilisée sur Mars bien avant de se stabiliser sur la Terre. Et elle a pu créer des orages, des vallées, des fleuves, des lacs, comme l'a fait plus tard notre planète. Il y a 3,9 milliards d'années, Mars présentait un climat et une atmosphère propres à conserver de l'eau à sa surface. Dans les premiers temps de notre système solaire, la Terre n'était pas favorable à la vie. Elle était pleine de gaz délétères, de volcans qui crachaient toutes sortes de choses. Mars, au contraire, était tempérée et pleine d'eau, l'endroit le plus propice à la naissance de la vie. Aujourd'hui, Mars n'est plus tempéré. Mais qu'en est-il de son eau? Les chercheurs placent d'immenses espérances dans la mission Phoenix. Ils espèrent découvrir des éléments de réponse à de nombreuses questions non résolues. Peut-être même à celle de notre place dans l'univers. En 2003, l'orbiteur Mars Odyssey de la NASA transmet cette image à la Terre. Grâce à son spectromètre gamma, Odyssey mesure la quantité d'hydrogène présente sous la surface jusqu'à 1 mètre de profondeur. Ici, la partie bleue, la plus riche en hydrogène, pourrait révéler la présence d'un immense lac gelé. Il y a tant de glace sur les calottes polaires et aux alentours que si elle était à l'état liquide, la surface de la planète serait inondée sur 6 à 10 mètres. Phoenix doit confirmer que cette région riche en hydrogène se compose bien d'eau gelée. Il restera alors à savoir pourquoi cette eau s'est retrouvée prise sous la surface. Certains experts évoquent l'idée d'un changement climatique. Comment se serait-il produit ? Prenons la Terre. Son noyau en fusion génère un champ magnétique qui préserve notre atmosphère du vent solaire. Le noyau de Mars, lui, est beaucoup plus petit. Et plus il refroidit,
moins il est capable de maintenir ce champ magnétique protecteur. Directement confronté au vent solaire, l'atmosphère de la planète s'échappe peu à peu, et presque toute son eau avec elle. La pression atmosphérique baisse, l'effet de serre diminue et les températures dégringolent. Toute l'eau restante s'évapore ou se congèle. Et Mars devient la planète que nous connaissons. Un monde de glace. Il y a peu de temps encore, les scientifiques pensaient que le noyau de Mars était trop froid pour faire bouger la croûte et pour la fendre. La Terre dégage beaucoup de chaleur avec la tectonique des plaques. Les nouvelles croûtes qui se forment dans les bassins océaniques poussent en permanence les plaques continentales. Mars ne connaît pas cela. Or, la découverte de ces ravines dans l'hémisphère sud porte à croire que le noyau n'est pas aussi froid qu'on le supposait. Mars est trop froide pour connaître des dégagements de chaleur semblables à la Terre. On pense que la chaleur du noyau s'accumule et qu'elle se dégage épisodiquement en une sorte d'explosion. Celle-ci dégèle le permafrost martien et émet peut-être des gaz qui modifient la composition de l'atmosphère et augmentent l'effet de serre. Pendant cette période temporairement instable, il se pourrait qu'il y ait de l'eau liquide à la surface. Ces brèves inondations expliqueraient la présence des ravines. Il est logique de penser que ces écoulements d'eau sont liés à des épisodes volcaniques récents. Mais ça reste un mystère. Phoenix est là aussi pour le résoudre. La sonde a été conçue pour découvrir de la glace et pour analyser sa composition. Cela permettrait de reconstituer l'historique de la glace martienne et d'expliquer comment l'activité géothermique et le changement atmosphérique ont pu affecter l'eau présente autrefois. Jusqu'à présent, on a toujours étudié que la surface de Mars. On la photographie en orbite, on circule sur la surface, et parfois on creuse un peu, peut-être à sa profondeur, jamais plus. Mais la sonde Phoenix peut faire mieux. Elle est conçue pour supporter les plus grands froids. Elle est capable d'analyser la glace dans le sous-sol. Une fois posée sur Mars, Phoenix s'est mise à creuser. La sonde est équipée d'un bras excavateur capable de creuser jusqu'à 90 cm de profondeur, là où devrait se trouver la couche de glace. C'est son outil le plus précieux. Mesurant près de 2,50 m, il peut creuser des tranchées, gratter la glace et collecter des échantillons jusqu'aux instruments d'analyse qui sont à son bord. Peter Smith, directeur scientifique de la mission. Lui faire creuser la surface est une sacrée prouesse technique, parce qu'il est commandé depuis la Terre, à 150 millions de kilomètres de là. Ce n'est pas si facile d'actionner son bras à partir de la caméra embarquée. C'est comme de conduire un semi-remorque pour la première fois. L'engin fonctionne, mais apprendre à le manœuvrer, c'est une autre histoire. Le bras excavateur de Phoenix achemine des échantillons de sol et de glace jusqu'à un analyseur par effet thermique d'émanation gazeuse appelé TEGA.
Le Tega contient 8 mini-fours qui ont à peu près la taille d'une cartouche de stylo. Une fois l'échantillon enfermé de manière étanche, le four chauffe lentement et régulièrement. À mesure que la température augmente jusqu'à atteindre 1000 degrés, la glace et les autres éléments volatiles qui composent l'échantillon se subliment. Le processus est le même que dans votre cuisine. Un rôti va cuire gentiment à 200 ou 300 degrés. Mais si vous montez à 800, 900, 1000 degrés, les matières organiques vont se transformer en fumée. Elles vont s'échapper et déclencher l'alarme incendie. Eh bien, c'est à peu près ce que fait le Tega. Entre 900 et 1000 degrés, les échantillons de sol et de glace dégagent différents gaz. Un spectromètre de masse analyse ces derniers. Il recherche d'infimes quantités d'hydrogène, d'oxygène, de carbone et d'azote, les ingrédients de la vie. Mais chacun des 8 fours ne peut être utilisé qu'une seule fois. La sonde doit donc prélever des échantillons à 8 profondeurs différentes. Pour prendre une longueur d'avance sur le type de données que Phénix leur transmettra, les chercheurs ont décidé de reproduire les mêmes expériences sur Terre. D'un point de vue géologique, Mars et la Terre sont étrangement proches. Elles partagent des caractéristiques communes, telles que volcans, canyons et vallées. Voici l'endroit le plus martien de la Terre, l'Antarctique. Les régions les plus chaudes et les plus humides de Mars doivent ressembler à ce que la Terre a de plus froid et de plus aride. Selon moi, les étendues glacées de l'Antarctique sont ce qui se rapproche le plus de Mars. Chris McKay et Peter Smith vont accomplir ici la même mission que Phénix sur Mars. L'idée est d'établir la corrélation entre les mesures de Phénix sur Mars et celles qu'il obtiendrait dans les vallées désertiques de l'Antarctique. Il creuse le permafrost pour découvrir si la vie, ou les conditions qui lui sont indispensables, existent dans les terres les plus inhospitalières. La surface est rougeâtre, très nettement différente des couches inférieures. On va mesurer couche après couche, jusqu'à la glace. Sur Mars, le bras robotisé de Phénix récolte des échantillons à mesure qu'il creuse et les présente aux appareils qui les analysent directement sur place. Ici, il suffit de regarder le sol pour y voir l'empreinte de l'eau. Si on découvre ça sur Mars, ça signifie qu'elle est habitable, qu'elle pourrait abriter une forme de vie. C'est prodigieux ce qu'on peut découvrir dans les vallées désertiques et dans le Haut-Arctique. La vie est capable de se contenter d'eau liquide en quantité infime et temporaire. Comme leur nom l'indique, les extrémophiles sont des micro-organismes qui prospèrent en milieu extrême. Les premiers ont été découverts dans les années 1960 dans l'un des geysers du parc national de Yellowstone. On en trouve également au fond des océans, dans des milieux hypersalins et même dans les eaux saturées d'uranium qui avoisinent les centrales nucléaires. Mais ce sont les psychrophiles, qui résistent au froid rigoureux de l'Antarctique, qui intéressent nos chercheurs.
Les déserts polaires ont ceci de remarquable que la glace et le froid en général préservent très bien les signes de vie. Le permafrost sibérien conserve des mammouths congelés depuis 10 000 ans ou plus. Sur Mars, on souhaite la même chose. On espère trouver dans la glace des organismes préservés depuis des millions, voire des milliards d'années. Des micro-mammouths martiens congelés, si vous voulez. Non seulement Phénix peut détecter les changements atmosphériques et climatiques, mais il est capable d'identifier des matières organiques. La mission Phénix a pour objectif spécifique de toucher la glace afin d'en comprendre les propriétés, l'histoire, les relations avec le sol et avec l'atmosphère, bref, d'étudier la question d'une vie sur Mars, passée ou présente. En d'autres termes, les scientifiques aimeraient que Phénix trouve du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Si on découvre qu'il y a eu sur Mars des matières organiques, des sources d'énergie et de l'eau, on sera bien obligé de se dire que c'est une planète habitable qui a peut-être abrité une forme de vie. L'avancée scientifique la plus significative de Spirit a eu lieu 1200 jours après sa mission, qui ne devait durer que 90 jours. Début 2007, Spirit tombe en panne. Une panne bénigne, mais elle fournit sans le vouloir la meilleure preuve à ce jour que Mars a pu abriter la vie. Sa roue avant droite ne tournait plus. Mais on continue à le faire rouler. Donc cette roue creusait un sillon en traînant dans le sol. Et par-ci par-là, une chose intéressante est apparue au fond du sillon. Après analyse, un échantillon de la Terre découverte par la roue bloquée présente des résultats inattendus. Elle se compose à près de 90% de silice pur. Ça a été une découverte totalement inopinée. Une aubaine. Si cette roue ne s'était pas coincée, on n'aurait peut-être jamais rien su. Cette précieuse trouvaille atteste la présence de l'eau. Sur Terre, pareille concentration de silice ne se trouve qu'en deux endroits. Les sources chaudes ou les fumerolles. Deux milieux qui bouillonnent d'eau et de vie. Sur Terre, la silice se trouve dans les sources chaudes ou dans les fumerolles très riches en vie microbienne. Spirit en fait la preuve. Il y a un lieu habitable sur Mars. Un lieu où des extrémophiles auraient pu proliférer et qui prolifèrent peut-être encore. Et rappelons-nous qu'un autre témoin vient étayer cette hypothèse. La météorite d'Allen Hills, âgée de 4 milliards d'années. Elle comporte des structures que certains interprètent comme la première preuve tangible d'une forme de vie sur Mars. On a découvert ce qui nous a semblé être une forte présomption de vie passée. Il s'agissait, primo, de minuscules traces similaires à celles que laissent les fossiles sur Terre. Et secondo, de cristaux de magnétite, un oxyde de fer, lui aussi associé sur Terre à des bactéries. Pour Mackay et son équipe, la météorite d'Allen Hills porte la preuve d'une vie passée sur Mars. Lorsqu'il l'annonce en 1997, la communauté scientifique reste sceptique. La présence des fossiles dans la météorite martienne reste sujette à caution. Ce ne sont pas vraiment des structures biologiques, seulement des petites choses rondes et ovales. N'importe quelle pierre examinée à cette échelle peut présenter des petites formes rondes et ovales sans rapport avec la biologie.
Mais la silice découverte par Spirit rouvre le débat sur les micro-organismes martiens. Si des extrémophiles peuvent se fixer dans des milieux similaires sur Terre, alors pourquoi pas sur Mars ? Certains peuvent penser que si les seuls êtres vivants qu'on découvre sur Mars sont des microbes, ça n'a aucun intérêt. Mais ces microbes pourraient contenir le potentiel d'une vie aussi riche et complexe que celle de la Terre. Tout comme un gland est un chêne en puissance, un seul organisme martien pourrait contenir en puissance des écosystèmes complexes, des animaux, des plantes, et pourquoi pas une intelligence de type humain. Même si sur Mars ce gland n'est pas devenu chêne, ça nous indique tout de même que dans d'autres mondes, sur d'autres étoiles, la vie a pu se développer. Qu'on n'est pas seul. Quel enjeu pour la sonde Phoenix ? Quand Phoenix se sera posé et qu'on aura confirmation de la réussite de l'atterrissage, je vais pousser un sacré soupir de soulagement. Et Phoenix s'est posé et a entamé son patient travail de collecte et d'analyse. La vie sur Terre est-elle un prodigieux hasard? Une chance estimée à 1 sur 10 puissance 24? Ou la vie apparaît-elle dès que les circonstances y sont propices? Phoenix a emporté vers Mars autant d'interrogations que d'espoir. La sonde est maintenant à l'approche de sa destination. Combien d'heures de travail? Combien de compétences réunies? Combien d'espoir à nourrir? Cet homme, par exemple, était chargé du freinage. Il a fait passer Phoenix de 12 000 à 9 km/h. La partie délicate commence à l'approche de Mars. Quand on entre dans l'atmosphère, le processus de décélération commence. En 6 ou 7 minutes, on passe de plusieurs milliers de kilomètres à l'heure à moins de 10 pour pouvoir atterrir en douceur. Entrée, descente et atterrissage. 3 phases critiques que Gentry Lee a dirigées sans la moindre défaillance. Landing. We are currently 6 minutes from landing at the Gusev crater in the southern hemisphere of Mars. Atmosphere entry 5. Il y a 6 minutes entre l'entrée dans l'atmosphère et l'atterrissage. Et il en faut 10 au signal radio qui voyage à la vitesse de la lumière pour arriver jusqu'à la Terre. À ce moment-là, on est spectateur, rien d'autre. On a plein de choses sous contrôle, mais ce qu'on n'a pas, c'est les commandes. On ne peut absolument rien faire. C'est un moment d'impuissance absolue. Que ça se passe bien ou non, ça se passe sans nous. Les rovers, déjà, avaient ouvert la voie. Ils étaient arrivés sur Mars sans encombre. C'était encourageant, mais rien ne garantissait que Phoenix s'en sortirait aussi bien.
On savait bien sûr que la friction avec l'atmosphère ferait ralentir la sonde à 1200 km/h. D'abord, le bouclier thermique convertit cette incroyable énergie cinétique en chaleur. Ça représente 99% de la décélération. Ensuite, un parachute s'ouvre, qui va encore réduire la vitesse de 99%. L'efficacité du parachute était cruciale. Les rovers déjà en avaient un. Mais ils avaient aussi un airbag pour amortir leur chute. Et la sonde Phoenix n'en avait pas. Tout était prévu. 12 rétrofusées regroupées sous sa coque devaient la faire ralentir. Dans les 34 dernières secondes de descente, ces rétrofusées devaient s'allumer pour faire atterrir la sonde en douceur à 9 km/h à peine. Or, la NASA avait déjà utilisé ce système de rétrofusée en 1999 sur la sonde Mars Polar Lander. Et l'atterrissage avait mal tourné. Si les rétrofusées de Phoenix avaient flanché, sa descente finale aurait donné ceci. Mais tout était prévu. Et ça a marché. Tout se passe comme prévu. Phoenix se pose sur Mars dans la nuit du 25 au 26 mai 2008. Les capteurs placés sous ses pieds détectent le contact et éteignent les moteurs à hydrazine. Au sol, les contrôleurs attendent anxieusement que la sonde rétablisse la communication. Ensuite, bien sûr, vient le moment où il est trop tard pour poser des questions. Est-ce que le radar a bien vu le sol? Est-ce que l'ordinateur a bien interprété les données? Est-ce que les rétrofusées ont bien fonctionné? Je veux savoir. Il y a quelqu'un? Répondez vite! Et la sonde Phoenix a répondu. Elle va donc poursuivre l'une des plus grandes quêtes de tous les temps. Celle d'une vie possible ailleurs que sur Terre.